Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Merci d'être là et effectivement merci aussi d'être là pour un film pas connu malgré tout. C'est quand même un petit risque, surtout que c'est un film sur une prédicatrice, donc bon voilà, ça peut rebuter. Peut-être quelques mots pour un peu ouvrir notre cycle Capra, même si effectivement Capra se reconnaîtra dans son style et dans ses sujets encore plus, disons, dans 2-3 séances. Mais ce sont pour autant pas les prémices, ce film de 1931, puisque vous le savez sans doute, il a commencé à l'époque du muet, Capra. Et je vais pas du tout avoir une approche biographique pendant ce cycle sur Capra, mais quand même, déjà, pourquoi parler de lui ? Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que plus les années avancent et plus peut-être qu'on a trop vu La vie est belle à la télévision, plus on se dit ah oui, Capra c'est un peu ringard, c'est un peu mièvre, c'est un peu des happy end ou c'est un peu familialiste, et en fait à chaque fois je trouve qu'on revoit ces films, il y a des choses nouvelles et surtout il y a quelque chose de presque torturé en fait dans son cinéma que j'apprécie de plus en plus avec l'âge, alors que justement, effectivement, moi je l'ai découvert enfant parce que à cause à la faveur de ressorties dans les salles de patrimoine à Paris, on pouvait enfant effectivement aller voir des films de Capra comme Vous ne l'emporterez pas avec vous, comme Monsieur Deeds, voilà, qui continuent, eux, d'être un peu connus, mais pas tant que ça. Et sur l'intérêt aussi de Capra, c'est le fait que... Alors, il est connu comme étant un immigré, un italo-américain. Il y a la question du catholicisme, là évidemment qui va un peu être transformé, puisque c'est pas une catholique vraiment, c'est le christianisme dans sa version américaine dont il va être question. Mais c'est vrai qu'il est connu, vu son nom, comme un immigré sicilien. En réalité, je trouve intéressante sa façon de considérer les racines, les soi-disant racines italiennes, puisqu'en fait, il a écrit, comme vous le savez peut-être, son autobiographie, mais qui est factuellement très très problématique, mais par contre, il a un sens de la formule, de l'expression de soi qui est vraiment assez savoureux, dans ce livre qui s'appelle Le nom au-dessus du titre. J'ai oublié l'époque, la date de cette autobiographie, mais il raconte notamment son... Tu sais ? Ouais, 73 peut-être. Je confonds peut-être avec l'autobiographie de Renoir, mais c'est autour du même moment, la publication. De toute façon, il parle de son expérience d'immigration aux États-Unis de manière pas du tout attendue. D'abord, il avait 5-6 ans. Ils ont passé 13 jours dans des très mauvaises conditions sur le paquebot parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Il était le 7e, je crois, d'une famille nombreuse sicilienne. Et donc, en fait, il a écrit que c'était la pire expérience, cette traversée a été vraiment la pire expérience de sa vie à tout point de vue. Et donc, à partir de là, en fait, il n'a pas du tout un culte des racines, justement communautariste, etc., comme on peut s'y attendre. Et du coup, il a une certaine idée de l'Amérique, évidemment, et de la réinvention de soi ou de ce que c'est que l'idée de l'Amérique qui, évidemment, va se déployer dans ses films, mais de manière d'autant plus complexe qu'il a collaboré avec des scénaristes très forts, et notamment qui s'appelait Robert Riskin. Alors pour faire la transition avec ce film-là, Robert Riskin, c'est pas encore son scénariste à cette époque-là, mais par contre c'est le co-auteur de la pièce qui s'appelait Bless You Sister, et qui est une pièce qui s'inspire un peu de la vie d'une évangéliste de l'époque, qui avait pour spécialité, donc de l'époque, là on parle de la fin des années 20, ou même du milieu des années 20, puis ensuite elle a continué après, qui s'appelait Aimee McPherson. Et là, j'ai regardé un peu sa biographie, elle est très intéressante. Lui, la pièce et le film sélectionnent juste quelques traits
Et puis après, voilà, c'est la licence poétique. Mais ce qui est intéressant, donc Robert Riskin est le co-auteur de cette pièce, mais il n'est pas encore le collaborateur qu'il sera et qui est un très très important collaborateur pour Capra dans les films suivants. Et pourquoi est-ce que là, c'est un premier rendez-vous manqué entre son scénariste et lui? C'est parce que justement, cette pièce avait été montée, avait été un flop, et que du coup Riskin ne voulait pas participer à l'adaptation parce que voilà, il en avait assez soupé, il n'y croyait pas. Et finalement, ce film, bon, il n'a effectivement pas eu de succès au niveau public, mais en réalité, c'est quand même l'un des premiers films de Capra parlant où on voit se dessiner beaucoup de ces obsessions, j'allais dire de ces thématiques, mais ce serait trop mou. C'est plus quelque chose d'assez taraudant, ce qui revient, on en parlera après. C'est aussi le deuxième film que Capra, qui travaille donc, qui a déjà tout un début de carrière à la Columbia. Vous savez que la Columbia, c'était un studio très petit, très pauvre, qui au début, pendant plusieurs décennies, a fait surtout des séries B. En tout cas, des films qui ne pouvaient... Au début, d'ailleurs, c'était que des courts-métrages. Et puis ensuite, quand ils sont passés au long-métrage, c'est avec Capra que la Columbia a pu, économiquement réussir à se maintenir et à se hisser à la hauteur des majors, de ce qu'on appelait les majors hollywoodiennes. Donc en fait, Capra a accompagné le développement de ce studio, la Columbia, qui fête ses 100 ans cette année, sous le nom de la Columbia, même si le studio a été créé par Harry Cohn en 1918. Et ce Harry Cohn, qui était quand même un sale type un peu, il a été un tyran en tant que directeur de studio, mais Capra a dit « j'ai été plus libre sous la dictature », il dit le mot dictature, hein, sous la dictature d'Harry Cohn, que quand je suis allé travailler, par exemple, il a fait un film à la MGM et il a vu ce que c'était un grand studio avec la division des tâches extrêmes, avec voilà, une grosse structure, un gros paquebot. Et en fait, Capra, il était là au début du studio avec ce Harry Cohn qui le persécutait comme il persécutait tout le monde, mais qui comptait aussi sur lui et qui avait de l'estime pour son côté self-made man. Pourquoi je dis self-made man? Parce que Capra, il a vraiment galéré, comme on dirait aujourd'hui. Il a vendu des journaux dans la rue pendant je crois, 10 ans après les cours, après l'école, quand il était enfant. Il a vraiment fait des petits boulots absolument pas possibles et il a menti pour pouvoir travailler dans le cinéma. C'est-à-dire qu'il habitait à Los Angeles. Ils sont arrivés, ils se sont installés tout de suite à Los Angeles, sa famille. Mais en fait, à un moment, il a lu que se créait un studio à San Francisco. Et en fait, il y est allé au culot et il a dit qu'il venait d'Hollywood et qu'il avait déjà de l'expérience. Et donc, les gens l'ont engagé pour des petits boulots. Et c'est comme ça, sur un mensonge, d'une certaine façon, qu'il a réussi à rentrer dans l'industrie du cinéma avant de retourner à Los Angeles et de continuer en étant gagman, en étant assistant réalisateur, et puis ensuite en ayant du succès en tant que réalisateur attitré de Harry Langdon, qui était à l'époque un comique du muet, aussi connu que Harold Lloyd, même un peu que Chaplin, et on l'a un peu oublié depuis. Donc vous voyez qu'il a déjà toute une carrière dans le muet quand il rencontre Barbara Stanwyck, qui est l'actrice du film de ce soir, et on reparlera peut-être d'elle. Mais avant, ils ont fait ensemble un film qui s'appelle, en français, je ne sais plus, Femmes de luxe, et en anglais Ladies of Leisure, où elle joue une jeune femme qui vient d'un milieu très pauvre, qui est orpheline, etc., et qui tombe amoureuse en tant que modèle du peintre pour qui elle travaille, et qui, lui, est une sorte d'aristocrate à l'américaine. Voilà, est-ce que je parle de Stanwyck? Non, pas tout de suite. Et que vous dire sinon avant sur ce film? Voilà, je vous porte juste à votre attention qu'il y a des gens qui travaillaient pendant le muet qui ont eu, comme vous le savez, du mal à passer au parlant. Évidemment, l'exemple le plus frappant, c'est Charlie Chaplin, qui a refusé
aussi longtemps qu'il a pu de faire des films parlants, je vous en ai peut-être déjà parlé les autres années, au motif que ça allait dénaturer l'apport esthétique particulier du cinéma. Et qui finalement, quand il a fait des films parlants, vous le savez, Chaplin, il a malaxé la matière sonore, il a fait que les gens ils parlaient pas tout à fait encore, voilà, ils parlaient dans des faux langages, etc. Il a été très inventif sur le son, mais il a pendant des années refusé de faire des films normalement dialogués, disons. Eh bien, Capra, vous allez voir, c'est le contraire. Capra, il dira rétrospectivement, je n'étais pas à l'aise avec le principe du cinéma muet. Et je trouve que voilà, ce film-ci, The Miracle Woman, la femme au miracle, c'est l'un des exemples qui nous montre en quoi la parole, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour lui dans son cinéma, y compris de manière rythmique. Donc voilà, pardon pour cette longue introduction, mais on commence avec Capra. Et bon film, on se retrouve après. En fait, ça passe vite, un film Columbia du début. Vous avez vu qu'il y a quelque chose de rapide, presque de hâtif. Et on voit en quelque sorte que c'est à assez petit budget, notamment, bon, parce que le film date aussi, et notamment comment ça s'appelle, les transparences, back projections, tout ce qui est fait avec l'écran transparent par derrière, et notamment toute la fin avec le décor qui s'effondre dans l'incendie. Donc peut-être je dis quelques petites choses qui me sont venues quand j'ai revu le film récemment, et puis en le revoyant là en vrai avec vous. D'abord, ce qui me frappe et ce qui me plaît chez Capra, et ce qui va devenir... Là, on est déjà à un moment où il cristallise quelque chose d'une forme d'auteurisme, de ce qui va devenir donc ce qui tient presque de ses obsessions. D'abord, c'est l'articulation que j'aime bien entre le mélodrame, classique. On va voir en quoi ici, il me semble que le motif de l'aveuglement, c'est quelque chose que vous connaissez si vous avez vu des mélodrames, même avant ou après, mais je pense comme ça, par exemple, si vous avez récemment vu ou revu Les Guitry, il y a ce très beau film de 43 qui s'appelle Donne-moi tes yeux, mais sinon plus connu aussi, par exemple, dans les Douglas Sirk, Le secret magnifique. Voilà, donc le motif du handicap, mais aussi plus spécifiquement de l'aveuglement de l'un des deux partenaires est fréquent dans le mélodrame. Bon, on voit bien pourquoi, pour son excès dramaturgique, mais aussi parce que, évidemment, celui qui n'a pas le sens de la vue voit mieux que les autres. Bon, c'est assez classique. Mais comment, ici, chez Capra, c'est articulé avec, on pourrait dire, au début, on a l'impression que le film est, et il l'est, en quelque sorte, sur un sujet de société. C'est-à-dire que on se dit, les évangélistes, les phénomènes comme ça de masse, avec la naissance des médias, avec la naissance de la radio et la façon dont ils traitent ça, finalement, c'est quelque chose très années 30, très début des années 30. Et si vous avez vu, par exemple, je sais pas, plus tard, Le Dictateur de Chaplin, il y a toute une scène avec la radio où le personnage joué par Chaplin est dans la rue, et où il y a des haut-parleurs avec la radio de Hinkel, le personnage d'Hitler, et comment la radio le téléguide et le terrorise, en fait, même physiquement dans la rue. C'est un sujet qui va devenir de plus en plus important, le lien entre, disons, dictature et nouveaux moyens, nouveaux spectacles, nouveaux modes, nouveaux médias, nouveaux modes de spectacle. Et c'est quand même important, cette question. Alors la radio, c'est très astucieux, je trouve, dans la mise en scène, le fait qu'il l'entende dans sa cour, dans la cour, qu'il ouvre sa fenêtre, que ce soit la voisine qui écoute trop fort, mais que lui ne soit pas tout de suite un bon public, ne croit pas tout de suite... contrairement à sa voisine, etc. Bon, c'est filmé en plus avec la plongée. Enfin bon, c'est assez astucieux, mais ensuite on n'y pense plus trop. Mais quand même, il y a toute une réflexion sur le spectacle en tant qu'il peut manipuler
l'auditoire et manipuler les foules. Et c'est quand même un sujet très important dans le monde entier quand on y pense dans l'histoire en train de se faire au début des années 30. Et vous savez sans doute comment le nazisme aussi a utilisé la radio de manière très efficace, et comment on voit dans les films par exemple de Riefenstahl les grands-messes nazis, et comment elles sont pensées comme des spectacles. Et donc dans ce film-là qui est rapide, qui raconte une trajectoire malgré tout individuelle, la formation d'un couple, etc., malgré tout, il lâche pas ce travail sur le spectacle. Et là encore, je trouve finalement de manière assez singulière, parce que on se dit au début, mais en fait c'est une troupe de théâtre. C'est traité exactement comme un cirque, un peu un freak show, puisque les gens qu'ils payent, les imposteurs, ils les payent, ce sont de pauvres acteurs, ce sont de mauvais acteurs, certes, mais très mal payés, qui ne trouvent pas d'autre emploi et qui n'ont que leur corps, au fond, pour arriver à gagner quelques sous en jouant les faux miraculés. Et donc il y a un côté petit cirque, comme ça, d'ailleurs, Capra a fait, je ne sais plus si c'est un an avant ou un an après, un film comme ça qui se passe dans un cirque, Rain or Shine. Et donc il y a ce côté petite troupe qui est assez sympathique. Et en même temps, dans ce film si court, c'est articulé avec le spectacle au sens véritablement manipulateur, politiquement dangereux, enfin potentiellement en tout cas dangereux. Et l'air de rien, tout ça est assez bien imbriqué. De même qu'est imbriqué, et ça c'est aussi quelque chose qui va devenir la marque de Capra, justement un système de trahison et de mensonge. C'est-à-dire qu'au début, c'est elle qui dit « vous êtes des tartuffes, vous êtes des hypocrites, puisqu'en fait vous êtes débarrassés de mon père qui a donné sa vie, qui s'est sacrifié en tant que pasteur toute sa vie, et puis dès qu'il devient vieux, voilà, vous l'avez éjecté, vous l'avez tué ». Et puis en fait, c'est elle-même qui fait partie de ce système de mensonges et d'imposture. Et puis troisième petite poupée russe, enfin matrioshka du mensonge, c'est l'innocent, la figure de l'innocent qu'est John, le fiancé aveugle, qui lui-même fait sa petite mise en scène, fait son petit théâtre à l'intérieur du bureau, du tabernacle, en sachant exactement où sont les meubles et en prétendant être le miraculé juste un tout petit instant pour que ensuite elle puisse rester. Donc on a l'impression que c'est une articulation, une imbrication comme ça de situations de simulation, si bien que les personnages eux-mêmes en fait ne savent plus s'ils sont dans le vrai ou dans le faux et n'arrivent plus et n'ont pas de boussole morale en vérité, alors que le film peut paraître, quand on voit des sujets religieux, et puis à cette époque-là, ça fait presque 100 ans, etc., on se dit oulala, j'ai pas forcément envie de voir un film avec ce genre de thème, etc., ça va être très moralisateur. Et en fait, on voit que Capra, ce qui l'intéresse, me semble-t-il, c'est d'emblée le cynisme, c'est-à-dire d'emblée quelqu'un qui est désespéré, qui n'a plus suffisamment de raisons pour continuer à vivre. C'est la fille au début dont le père est mort, qui n'a plus rien, etc. Et c'est aussi bien sûr le personnage de John qui, premier suicide, mais première tentative de suicide, première tentation, c'est même pas des tentatives de suicide, c'est des tentations du suicide, mais qui sont quasiment dans tous ces films. Bon, peut-être que j'exagère, il faudra voir dans les autres films qu'on va montrer, vérifier à chaque fois, mais ce sont en fait toujours des personnages qui, quasiment dès le début du film, ont tiré un trait sur la possibilité que le monde leur permette une place qui ne soit pas une place d'imposture ou au contraire de victime de l'imposture. Donc voilà, je trouve que l'air de rien, c'est finalement rapide et brossé parfois un peu à grands traits, mais plus complexe qu'il n'y paraît. Voilà, j'ai toujours l'impression de faire un tunnel de paroles au début, et c'est vrai que le film, j'ai pas menti, est quand même aussi très très prolixe, et vous aurez remarqué que les sous-titres sont pas toujours
exact ni complet. Mais vous aurez aussi remarqué, je vous disais que Capra avait commencé Gagman dans le muet, mais vraiment pendant plusieurs années. Il y a quand même des moments, ils sont rares, mais dans le film où c'est presque du comique muet. Alors bon, il y a le petit gag avec le type qui tombe de son siège plusieurs fois quand quelqu'un claque la porte. Mais je pensais aussi même aux lettres. Les lettres qu'elle lui écrit avec des morceaux découpés. Là encore, c'est marrant, comme il y a un petit côté presque gangster. La première fois qu'on voit la lettre avec les lettres découpées, on se dit, ah oui, c'est une lettre anonyme, enfin, il y a quelque chose de menaçant. Alors qu'en fait, c'est leur mode de communication amoureux. C'est le braille, disons, de l'amateur. Mais par exemple, toute cette série de lettres où elle lui donne des rendez-vous avec les morceaux de lettres de journal découpés, c'est entièrement muet. Malheureusement, je crois qu'elles ne sont pas traduites, mais c'est assez anodin et plaisant et bien écrit. Mais voilà, c'est toute une petite séquence entièrement muette. Alors, je vous laisse peut-être... Est-ce que, par rapport à la notion d'imposture, en fait, est-ce que c'est pas quelque chose qui a travaillé Capra dans sa vie, dans la mesure où, en fait, comme tu le disais, en fait, il a dû mentir au début pour décrocher son premier job. Bon, moi, j'ai lu juste sa biographie, qui semble-t-il n'est pas forcément très exacte, mais en tout cas, il raconte qu'il a fait croire qu'il était metteur en scène pour pouvoir décrocher un job pour son premier court-métrage. Et ce qui transparaît dans sa biographie, c'est quand même constamment une angoisse, en fait, de ne pas être reconnu, etc. Et qu'il a toujours l'impression de ne pas être à la hauteur. Et ouais, je voulais savoir ce que tu pensais de ça. Est-ce qu'on peut le rapprocher ? Et moi, en tout cas, je suis vraiment d'accord avec cette idée qu'il y a quand même toujours ces histoires de suicide, enfin de désespoir, en fait, qu'on retrouve de film en film, hein, quand même. Y compris dans, je crois, à la fin de Femme de luxe qu'on n'a pas montré, mais donc c'est présent assez tôt, quoi. Oui, elle se jette carrément à l'eau d'un paquebot. Donc on peut imaginer qu'en dans la réalité, elle n'aurait pas été sauvée. Donc là, on voit vraiment Stanwyck qui fait une vraie tentative de suicide. Mais effectivement, sur le fait de... C'est pas tant... c'est pas le complexe de l'imposteur tel qu'on l'appelle aujourd'hui qui fait qu'on pense, certains d'entre nous et surtout certaines apparemment pensent qu'elles ne méritent pas la place qu'elles ont. Je dirais que c'est plutôt autre chose, c'est plutôt quelqu'un qui sait que en fait, pour y arriver, de toute façon, il n'avait pas le choix que de... C'est vraiment parce qu'il a menti plusieurs fois, enfin, ou qu'il a été un imposteur, qu'il a réussi à obtenir la chance de pouvoir travailler. Donc, il a fait les deux. C'est-à-dire que il faut être un imposteur parce que dans le système, dans la société, il faut cette chance, il faut forcer la chance, mais une fois qu'il y est, il a travaillé. Donc, il ne pense pas que le travail qu'il a fait ne vaut pas... ce qu'il a obtenu après, mais effectivement, c'est comme le prince de Machiavel, quoi. Enfin, il y a une différence entre obtenir le pouvoir par usurpation et ensuite être un mauvais souverain. C'est pas la même chose. Donc, je pense pas qu'il croit qu'il est resté un imposteur, mais il y a effectivement cette idée, mais qui est donc une réflexion quand même politique sur la société, de dire qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle il faut être un imposteur pour pouvoir s'en sortir, survivre. Par exemple, elle, au début, c'est vrai qu'elle n'a pas d'argent. Et c'est vrai que l'entrepreneur de spectacle qui vient la voir, enfin, l'impresario ou le directeur de cirque, et d'ailleurs, on voit à la fin qu'il est, manager de boxeurs, quoi. Et qu'en fait, c'est la même chose, c'est le même... C'est des matchs truqués, etc. Donc, c'est pareil. Et finalement, lui, il me semble qu'il représente d'une certaine façon aussi, j'allais dire, le système capitaliste tel qu'il fonctionne. Et il a raison de penser que ça fonctionne comme ça. C'est ça qui est terrible. Et d'ailleurs, dans le film, il y a des phrases comme ça que j'avais notées de lui, qui sont comme des espèces de maximes. La meilleure façon, par exemple, il le dit au début, de vaincre une foule, c'est d'aller avec elle, c'est d'en faire partie. Il le dit au début, et c'est finalement quand même ce qui se passe
un peu à la fin. Enfin, elle s'en sort, elle est un peu sacrifiée comme une espèce de figure christique, les deux là, qui du coup à l'horizontale passent du côté de l'innocence in extremis, mais au fond, elle suit quand même un peu sa maxime. Donc c'est toujours... À la fois, on pourrait croire que c'est des figures d'innocents un peu mièvres, même l'acteur David Manners, tout ça, la façon dont il joue la cécité, avec cette espèce de sourire permanent de jeune premier, puis de regard toujours devant et tout ça. Et puis sa marionnette. Bon, mais en même temps, même par exemple sa marionnette, voilà, le fait qu'il soit ventriloque, je trouve que même ça en fait, ça complexifie, ça dédouble. Il y a toujours des espèces de fourches. Donc il a cette marionnette qui est en même temps un peu, comme toutes les marionnettes de ventriloque, inquiétante, quoi. Donc à la fois il est aveugle, mais en même temps il se croit ventriloque, comme dit sa marionnette. Enfin voilà, il y a toujours quelque chose de plus inquiétant dans la figure de l'innocent, et à l'inverse, chez les cyniques, on pourrait dire, quand même une espèce de connaissance du monde, de sagesse, d'adaptation sociale dont on voit bien que Capra ne la condamne pas complètement. Et je pense que lui aussi, effectivement, il a dû avoir une dose de cynisme et vivre avec, quoi. Je voulais revenir sur... je sais pas, tu avais sans doute prévu de reparler peut-être de Barbara Stanwyck, mais... On va la revoir 2 fois dans le cycle. Oui. De toute façon, non, mais sur le fait que c'est un film précode, et comme beaucoup de films de cette époque, ça va très vite. Et moi, je trouve ça toujours super rafraîchissant de voir ces films, de voir cette vitesse de narration. Et aussi, on voit bien que c'est réalisé dans une certaine économie. Donc ça, c'est fait un peu vite, mais ça donne quelque chose d'assez frais. Et le fait que ça soit peut-être fait un peu vite, ça rajoute un peu de vie dans ce qu'on voit d'une certaine manière. Parfois non, parce que ça fait un peu faux, mais ce que je voulais dire, c'est que ce qu'il racontait qu'après, c'est que quand il a rencontré Stanwyck, en fait, ça s'est très mal passé, etc. au début, mais peu importe. Mais il racontait qu'en tout cas sur le tournage, elle n'était pas capable, en fait, au début de jouer 2 fois la même chose. Oui, parce qu'elle vient du théâtre, justement. Ouais. Elle vient du théâtre, ce qui est quand même bien pour le rôle, de venir du théâtre. Mais du coup, elle est très bonne. Enfin, là, je trouve qu'elle est très bonne, même meilleure que dans le film précédent dont on parlait, Femme de luxe. Je trouve le personnage est aussi mieux écrit, mais elle est très bonne dans le sens où on sent que ce qui lui est demandé, c'est l'émotivité, d'une certaine façon. Parce que c'est la seule façon, en fait, de contrebalancer le cynisme de son personnage, puisque assez vite, au début, elle écoute le type et elle le suit, et elle fait tous ces grands spectacles au point de s'y perdre moralement, alors que dans la toute première scène, elle prêche. Donc c'est quand même une bascule un peu difficile à avaler. Et donc la seule façon de contrebalancer ça, c'est le jeu de l'actrice. Il faut qu'elle soit une sorte de plaque sensible, et que l'amour, d'abord que le non-imposteur du lot, c'est-à-dire l'aveugle, enfin Daniel, c'est-à-dire John, la touche vraiment, qu'elle croit quand même en ce qu'elle fait, et aussi qu'il y ait tous ces moments de larmes, en fait. C'est souvent ça, dans ces scènes, il y a les larmes qui montent, soit qu'elles brillent un peu dans ses yeux, qu'elles ne tombent pas, soit qu'elles soient qu'elles aient déjà coulé et que lui les touche, ou bien même les goutte, enfin quand il l'embrasse et tout ça. Donc il faut absolument qu'elle ait cette capacité éruptive. Et c'est vrai que elle, comme elle vient du théâtre, elle dit nous au théâtre, faut tout donner tout de suite. C'est pas on s'installe, on fait à la 10e prise, on est échauffé et tout ça. C'est pas ça pour elle le jeu. Donc, je trouvais ça intéressant dans la mesure où Capra racontait que du coup il avait été obligé d'adapter sa méthode de tournage et de filmer à plusieurs caméras, parce qu'il ne pouvait pas faire le gros plan sur elle et ensuite refaire la scène en plan large, parce qu'elle avait perdu, elle ne pouvait pas refaire 2 fois. Et je trouvais ça intéressant parce que d'une certaine manière, il était obligé de capter quelque chose d'assez unique, de ne pas reconstruire par petits bouts, en fait. Et c'était une contrainte technique assez lourde à l'époque, je pense.
Mais enfin, je sais pas, je trouve que oui. Peut-être que ça ajoute, voilà. Un peu, on voit que, en fait, c'est ça qui est passionnant dans cette période, je trouve, du début des années 30. C'est jamais du tout début du parlant, quoi. C'est jamais des films parfaits, surtout quand ils sont faits vite, qu'à la Columbia, quand même, la première année où il est revenu à la Columbia, puisqu'il était parti à la MGM un peu, enfin bon. Donc c'est ça, 29 ou 30, il fait 7 films, je crois, Capra. Donc oui, c'est tourné vite, mais en fait, c'est tourné vite aussi pour la raison que tu dis, mais en réalité, c'est parce qu'il est en train d'inventer aussi un rythme qui, lui, le convainc. Alors là, vraiment, une stylistique. On pourrait dire que cette sensibilité au rythme, il l'a développée dans les gags, dans le comique, parce que tout le comique est quand même basé sur le bon rythme. Sinon, le même gag peut n'être pas drôle s'il est trop lent ou trop rapide, ou que les gens rient alors qu'ils devraient entendre quelque chose. Bon. Donc on sait que la musicalité le rythme en tout cas est important pour le comique, et on voit bien qu'il a gardé ça aussi, et que ce qu'il a conservé en tout cas, finalement dans son style, c'est l'accélération. Que lui-même imprime aux séquences et surtout au débit de ses acteurs. Et c'est bizarre parce qu'on retient toujours plutôt Howard Hawks comme étant celui qui fait parler les acteurs et les actrices très vite. Et d'ailleurs, Barbara Stanwyck a joué dans Boule de feu, qu'on avait montré, je crois, une des années, cette espèce de comédie qui adapte un peu Blanche-Neige et les Sept Nains d'une certaine façon. Et donc c'est elle qui joue Blanche-Neige. Mais donc on retient souvent que c'est Howard Hawks, celui des dialogues mitraillettes, alors que clairement Capra a pensé et même théorisé l'histoire de parler vite. Par exemple, il leur disait, là il y a 1 minute de dialogue, si on parlait normalement, vous allez le dire en 45 secondes. Alors, c'est pas tout de suite. Je crois que ça lui a pris quelques années pour véritablement s'apercevoir il voulait ça, il voulait cette accélération. Mais je trouve qu'on la sent quand même ici, parce que faut quand même se concentrer. Enfin, faut lire les sous-titres assez vite, quoi. Mais bon, là, c'est l'une des choses qui montrent qu'une contrainte donne aussi des idées créatives. De même qu'effectivement, là, on est avant le code d'autocensure des studios. On voit qu'il y a des thèmes comme ça qui sont abordés. Il y a par exemple, où il y a des sous-entendus, où il y a des choses qui ne seraient plus là une fois que le code vraiment de Code Hayes est mis en application, c'est-à-dire 3 ans plus tard. Par exemple, le Hornsby, là. Il y a ce mot aussi, to horn in, 2 fois, rentrer. Et quand même, il y a ce mot horny en américain qui veut dire sexuellement excité. C'est pas un hasard s'il s'appelle Hornsby, je pense. Et qu'il y a sur lui toujours l'idée qu'il la menace de viol, quoi. Enfin, ça plane sur tout le truc quand il prend sa clé, quand il l'attend chez elle. Enfin, c'est une espèce de figure du mauvais père, mais incestueux, quoi. C'est pas seulement qu'il l'exploite, c'est qu'il y a cette espèce de risque sexuel. Donc, oui, il y a des choses très noires. Je sais plus pourquoi je disais ça. Comment non, puis il y a un petit truc anecdotique, c'est comme il y a un bras d'honneur assez furtif. Oui, oui, c'est ça. Il y a des choses qu'on ne voit plus une fois que le cinéma devient classique. Donc à la fois des choses un peu mal faites ou un peu trop vite faites, et puis aussi des choses qui, en fait, c'est là qu'on s'aperçoit que la société d'il y a 100 ans, évidemment qu'elle avait tous ces travers, ou toutes ces vulgarités, ou toutes ces haines, ou toutes ces... qu'ils étaient présents. Simplement, le Hollywood classique, disons, le Hollywood de l'âge d'or, mettons, je ne sais pas comment on peut mettre une date, on pourrait dire, je ne sais pas, 37 jusqu'à 57, je ne sais pas, enfin, ou en tout cas 34, le début de l'application du code, semble un peu nous faire oublier ça, à tel point qu'on a l'impression de se souvenir de toute une société américaine, alors qu'on voit bien que non. Et d'ailleurs, anecdotiquement peut-être, mais Barbara Stanwyck, vous avez remarqué qu'elle a encore ses dents, si vous l'avez vue. Alors oui, vous qui y connaissez en dents, je me demandais s'il y avait un nom pour le fait d'avoir les dents exactement comme ça, ce qui est très charmant en même temps. C'est-à-dire que certaines des dents là, c'est comme
Comme Patricia Arquette, vous voyez. Ouais, alors en fait, quand on pense à Barbara Stanwyck, on pense, je dirais, à peu près à... Alors peut-être parce qu'on les a passés, nous, au Ciné-Club, mais je veux dire, les films plus connus, ce serait Un cœur pris au piège de Sturges, où elle joue avec Henry Fonda, où elle a déjà les dents refaites, ou bien en 1944... Assurance sur la mort de Wilder, qu'on n'avait pas passé, je crois, pour une question. Non, parce qu'on avait fait Sunset Boulevard. Voilà, où elle joue Phyllis, enfin bon, voilà, l'épouse, la femme fatale, très désirable avec sa perruque, avec sa frange et tout ça. Mais donc, effectivement, elle avait les dents parfaites et refaites. Et là, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant dans la disposition de ses dents. Et en même temps, à la fin, quand elle a rejoint l'armée du salut, ce qui est un vrai truc qui est arrivé à l'évangéliste, pour le coup, Aimée McPherson, j'ai l'impression qu'on voit ses canines, on dirait un vampire quasiment. C'est assez marquant, mais c'est vrai que c'est pas le visage de Barbara Stanwyck tel qu'on l'a retenu par la suite, quoi. Moi, je la trouve beaucoup plus charmante là. Il y a quelque chose de... On sent... Je ne savais pas qu'elle avait fait refaire, parce que c'est la première fois que je la vois avec ses dents d'origine. Et je me dis, il y a quelque chose de bizarre dans ce visage, parce que ça l'a durci, en fait, d'avoir refait. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, ça, c'est vous qui... Mais par contre, je pensais qu'il y avait un mot, quand on a cette disposition. Oui, la supracclusion, oui. Pardon, ça s'appelle la supracclusion, c'est voilà. Les dents qui passent par-dessus, qui descendent très bas. Mais, et alors, non, mais je ne suis pas là pour... je voudrais parler cinéma, c'est plus sympa. Alors, il est étonnant, ce personnage, c'est-à-dire que, bon, ils sont tous étonnants parce qu'ils se transforment tous dans le film, et on est tous duels, mais alors elle a vraiment une transformation subite, quoi. C'est-à-dire moi, ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est que même si elle appréciait de gagner de l'argent, on comprend ça, elle change vraiment beaucoup, et en plus presque tout le film il n'y a plus de prêche, c'est fini, hein. C'est pas ce qui est intéressant dans l'histoire. Bon, tant mieux finalement, mais c'est les fourrures. J'ai trouvé que c'était très étonnant que même si oui, bien sûr, on est tous un peu fascinés, enfin, plus ou moins par le fait de gagner bien sa vie, d'avoir de l'argent, que quelqu'un qui est dans le prêche, qui au départ est un personnage quand même plutôt religieux, bon, et qu'elle aille jusque-là, quoi. Moi, bon. Alors, bon, je suis d'accord que c'est un peu la bascule un peu dure à digérer au début du film, mais il me semble quand même intéressante la façon dont il la met en scène. Je vais revenir à une scène en particulier, mais maintenant que j'y pense, se rappeler quand même que là, on parle de protestantisme, enfin d'évangélisme pentecôtiste, et que donc quand même, le lien entre avoir du bien et faire le bien, il n'y a pas de tabou là-dessus. Tandis que dans le catholicisme dans lequel a été élevé Capra, après son rapport à la religion, et c'est aussi problématique que son rapport à ses propres racines, où il n'avait pas du tout l'idéalisation de l'Italie, de revenir en Sicile, pas du tout. Et il a très très mal vécu son voyage de retour public en Sicile. Il le raconte, c'est très drôle. Mais donc, quand même, c'est quand même pas du tout pareil, le rapport à l'argent, disons, dans la culture américaine protestante, par rapport au catholicisme, où là il y aurait d'abord elle pourrait pas avoir d'histoire d'amour, et puis ou alors ce serait une subversion, et puis il y aurait tout ce truc de pauvreté, etc. Et on voit bien que là l'histoire c'est pas ça, c'est-à-dire que oui, bien sûr, quand elle prêche, on pourrait dire elle prêche pour tous, pour que les plus humbles. On voit bien que son public, ce sont des gens humbles, et que elle s'adresse à eux. Mais il me semble pas que ce qu'elle dit, ce soit un prêche particulièrement, catholique, de pauvreté. Donc je pense pas que ce soit ça. Donc finalement, le fait que elle ne voit pas de contradiction entre sa foi et le fait de gagner de l'argent,
je trouve pas ça si absurde. Et après, dans la façon dont c'est mis en scène, je trouve qu'il s'amuse un peu comme au cirque. C'est-à-dire, il a ce goût quand même encore du cinéma des attractions, qui a été le premier, le cinéma muet, etc. Et donc, quand même, il y a un petit côté cirque. On le voit avec le contorsionniste, bon, tout ça. Et finalement, elle aussi, dans cette scène où elle est dans sa loge, vous vous souvenez, où elle enlève, elle dégrafe sa pseudo-soutane avec les manches chauve-souris. Et d'ailleurs, on voit qu'en fait, elle s'ouvre par le côté, comme une robe, effectivement, comme une robe de scène. Et qu'ensuite, elle a cette très très belle robe de soirée avec seulement sur un côté les trois bretelles en plus qui tombent, qui sont aussi en strass. Magnifique, avec la fourrure et tout ça. Et moi, j'ai l'impression que ça, alors comme chez Lubitsch, un peu moins que chez Lubitsch, mais un peu comme chez Lubitsch à la même époque, il nous donne, à nous spectateurs, la matière, l'étoffe de tout ça. Il veut qu'on voit ça. Sinon, il aurait neutralisé aussi sa tenue. D'une certaine façon, il pouvait. Donc, au contraire, je pense qu'il veut mettre en scène ce contraste. Et le fait que, comment dire, j'allais dire, sous sa peau c'est un peu peau d'âne, quoi. C'est-à-dire que sous sa peau d'évangéliste, elle a envie d'avoir une histoire d'amour, d'être chez le type. Donc, ça, moi, je trouve pas ça si... Voilà. Psychologiquement, ça me choque pas plus que ça. Oui, alors c'est le protestantisme américain, parce que théoriquement, justement, les protestants ne sont pas du tout dans la représentation et dans l'expression de leur richesse. Hein. Vous voyez, enfin, moi, ça m'a... Mais en même temps, c'est rigolo, hein, tout ce côté siècle. Mais c'est plus, effectivement, chez les Américains, il y a ce côté spectacle dans les religions. Je ne sais pas si c'est aussi la religion catholique, mais protestant, c'est sûr, enfin anglican. Non, justement, plus les évangélistes, c'est des protestants, les télé-évangélistes et tout ça. Et je pense que Capra, il critique, on pourrait dire qu'il critique la société du spectacle. On voit bien qu'il montre ça et qu'il a une grande méfiance de la foule. C'est-à-dire que cette scène quand même d'incendie, elle est assez inattendue dans ce film, plutôt à petite échelle quand même. À la fin, bon, sauf si on pense au trucage et qu'on trouve qu'ils sont mal faits, mais il y a quand même une échelle. Filmer les foules, c'est pas si facile et c'est pas. Donc il veut absolument filmer ça. Il veut absolument filmer le fait que le peuple, je dirais le peuple, parce qu'on va voir après qu'il y aura des films beaucoup plus politiques. Le peuple, il est manipulable, mais il est aussi dangereux dans le côté, alors je vais revenir au western, Stampede. C'est un peu aussi un troupeau qui peut tout ravager sur son... Il y a des mouvements de foule qui sont plus contrôlables, qui sont purement physiques ou qui sont purement de révolte, par exemple politique, et où en fait, celui qui croit pouvoir tout maîtriser, il est dépassé. Et donc ça, quand même, on voit ça. Mais donc, ce que j'aime bien, c'est que à la fois, on voit bien qu'il critique ce système du spectacle, de la représentation, du fait que quelqu'un qui à la fois, en fait, la perd en la mettant en spectacle, elle ne sait plus où elle en est. Et même si elle continue à croire, en fait, ça devient tellement un spectacle qu'elle-même, elle y perd quelque chose. Hein. Elle le dit d'ailleurs, en fait, moi, d'avoir les imposteurs, ça me rend moi-même... J'arrive même plus à être une bonne actrice. Hein, parce que... Elle est aveuglée. Pardon ? Elle est aveuglée. Oui. Mais moi, j'ai aussi pensé, mais je ne l'ai pas lu, je ne sais pas, c'est peut-être complètement trop facile ou absurde, mais j'ai pensé que peut-être il parlait quand même d'Hollywood, quoi, d'une certaine façon. Puisque tout le monde est acteur, puisqu'il s'agit de se vendre aussi, d'être potentiellement violé, d'être potentiellement abusé, ou de se prostituer, etc. On a quand même l'impression, ce type qui est dans le cinéma depuis près de 10 ans, à ce moment-là, parce que je ne me souviens plus quand est-ce qu'exactement il a commencé. En fait, je ne vous ai pas dit qu'il s'est intéressé au cinéma à travers un ciné-club, quand même. Bon, quand même. Quand il était au lycée. Parce qu'il est allé au lycée, contrairement à ses frères et sœurs, et qu'il est allé ensuite même à l'université. Mais c'est au lycée qu'il a rencontré quelqu'un qui était un fou de cinéma, et ça, on est au milieu des années 10. Donc, bref, c'était une parenthèse. Mais pour dire que aussi... Sa critique, on peut dire, du spectacle, sa satire de la spectacularisation de tout et surtout de ce qui devrait être
le plus spirituel et le plus intime, en tout cas dans la foi catholique, cette fois-ci, peut-être dans sa conception à lui de la foi, c'est un rapport intime avec Dieu. Donc, si c'est complètement spectacularisé et massifié, disons, bien sûr qu'il critique ça. Mais d'un autre côté, c'est quelqu'un qui aime le spectacle, Capra. Donc, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'en fait, il n'y a pas de jugement moral si évident que ça, quoi. Oui, je suis totalement d'accord. Enfin, sur moi, ce que j'ai trouvé passionnant du début à la fin dans le film, c'est la tension qu'il y a notamment entre la religion et le spectacle, enfin, presque on dirait entre le vrai de la foi et le faux du spectacle. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas trop dit là, du coup, pour l'instant, mais c'est que le personnage de l'aveugle, je me souviens plus de son prénom. John. Johnny, c'est ça. John. Et ben, il est touché en fait par le message. Et c'est marrant parce que la première scène du prêche, qui est censée être un moment de vérité, quoi, elle leur dit à tout le monde, elle leur dit leurs 4 vérités, quoi. Je sais qui trompe sa femme, qui traite mal ses ouvriers. Et le producteur, enfin je suis nul en prénom, mais voilà, il y voit un très bon show. Et ensuite, alors qu'on sait que c'est du faux à la radio, que c'est juste un show, et qu'on sait à ce moment-là que ça n'a rien de réel, et ben lui, il est touché par ce message, et ben ça le sauve en fait. Oui, alors c'est intéressant que vous disiez c'est du faux complètement quand c'est à la radio, parce que oui et non en fait. Enfin, je suis d'accord qu'il y a l'inversion du début entre elle qui dit leurs 4 vérités et ensuite elle se fait récupérer, on peut dire. Mais en réalité, moi, on a l'impression qu'elle continue, elle, quand même, à croire à ce qu'elle dit, d'une certaine façon. Et que lui, quand il l'entend, quand il va se jeter et qu'il entend « Ah, mais Beethoven a écrit sa symphonie quand il était aveugle, et Milton, quand il était sourd, et Milton, Le paradis perdu, etc. » Vous vous souvenez, il sourit. Et moi, j'ai plus l'impression qu'il sourit d'une forme de coïncidence. Il ne croit pas forcément que ce soit du vrai ou du faux. J'ai l'impression que ce qui le fait sourire, c'est le timeliness, le fait que ça tombe pile au moment où il allait se jeter et que là, il y a quelque chose de l'ordre du hasard, du hasard objectif, disons. Du miracle. Oui, du miracle de poche. Oui. Enfin, lui décide d'en faire un miracle, parce qu'il ne tient qu'à lui de se jeter ou pas. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'après, il se jette dans la gueule du miracle, si je puis dire, avec les lions, qui sont aussi les lions. C'est pour ça que je pense qu'au fond, il y a quelque chose de ludique dans tout le film, qui passe par ce personnage-là, qui est le personnage à la marionnette, quoi. Mais de la part de Capra. Ce qui est bizarre, hein, c'est pas facile de tresser quelque chose d'amusé avec des sujets aussi lourds du point de vue de la société, dans le monde où le fascisme est en train de prendre ses voies-là et tout ça. Et il arrive à tenir des choses comme ça qui sont un peu, légères, bizarrement légères. Et dans cette... j'ai oublié de vous dire, parce que la scène des lions, ça fait penser au cirque de Chaplin, où effectivement tout le suspense du gag est qu'il est dans la cage avec le lion, et voilà, enfin, c'est une tension en même temps qu'un gag. Il ne peut pas ne pas y penser, tout le monde adore Chaplin, lui aussi, Chaplin est un génie de la mise en scène et tout, donc évidemment qu'il y pense. Et vous aurez remarqué que, en parlant de choses un peu ludiques et tout ça, mais qui sont à l'intérieur du film, que Hornsby, avant de mettre son poing dans la figure à John, il dit « Ah oui, alors comme ça, maintenant, vous y voyez. Hein, » puisqu'il a fait son petit spectacle, l'aveugle, pour prouver sans succès qu'il y voit. Et donc, il dit « Ah, you can see now, huh? » Et là, et en fait, you can see now, c'est exactement I can see now, c'est ce que dit Chaplin dans Les Lumières de la ville, où il y a aussi cette question, c'est le mélodrame basé sur le fait que la jeune fleuriste est aveugle.
Et c'est le moment, voilà, le point d'orgue du film où il revient la voir et il dit oui, elle croit qu'il est aveugle et il dit yeah, I can see now. Et le film est sorti juste les lumières de la ville. J'ai regardé, du coup je me dis ah bah ça c'est quand même gonflé. Et j'ai regardé et effectivement le film est sorti juste avant le tournage de ce film-ci. Donc en fait c'est complètement une citation. Et c'est une citation, c'est ni un hommage, c'est le personnage qui en fait est en train de commenter presque l'intrigue mélodramatique. À dire ah ouais d'accord, en fait là maintenant vous auriez donc recouvré la vue, ah bah tiens je vais vous la faire perdre une deuxième fois en vous cassant la figure. Enfin quelque chose comme ça. Mais il cite le film en fait. C'est presque le personnage qui cite le film de Chaplin. Donc son cynisme va jusqu'à un côté méta. Je sais pas si j'explique bien, mais... et qui est quand même l'humour. Cette distance-là, c'est malgré tout ça, l'humour. C'est aussi une distance. Il y avait 2 messieurs. Là où je suis pas totalement d'accord dans l'interprétation, c'est que moi, je pense pas qu'elle soit croyante au début. Parce que dans l'église, elle dit « votre Dieu ». Et puis Hornsby lui fait clairement comprendre que ça va être une arnaque et elle suit en fait. Ouais. Et c'est John qui justement la rend croyante. Lui, il rend compte que ce qu'elle a fait c'était stupide, mais pour moi elle n'est pas croyante au début. Il y a rien qui montre qu'elle l'est. Encore une fois, elle dit Dieu. Ça, c'est... vous voyez que... Attention à ce mais faut dire, bon, la religion c'est pas trop mon truc, mais du coup moi je vois pas son côté croyant au début du tout. Mais en tout cas vous avez là où je vous suis, c'est qu'elle est, on pourrait dire, dans la loi du Père, dans la foi du Père, parce que quand même elle dit je connais la Bible par cœur, j'ai été élevée là-dedans, etc. Oui. Donc effectivement elle connaît, mais voilà. Au début, son Dieu, Dieu, c'est son père. Oui, c'est ça. D'une certaine façon. C'est un héritage, mais pas une croyance, en fait. Oui. C'est une habitude. Vous avez raison, mais sans cela, il n'y aurait pas d'évolution un peu initiatique aussi pour elle, d'une certaine façon. Donc oui, c'est possible qu'elle reprenne. Et d'ailleurs, au début, quand elle dit le discours de son père, le discours d'adieu à ses sujets, pas ses sujets, pardon, c'est pas le mot. Comment on appelle ça? Ses ouailles. Oui, c'est paroissien, mais ça fait catholique. Elle fait exprès, Stanwyck, de jouer. Elle lit, quoi. On sent que c'est pas habité d'une certaine façon, et ça devient habité quand il y a la vengeance. Moi, j'ai l'impression que c'est presque un peu l'histoire des religions, quoi. C'est d'abord le truc de colère et de vengeance, et puis ensuite une espèce d'évolution de ce que c'est que la foi de manière plus amour, machin. Peut-être. Parce que, du coup, je trouve que le film n'est pas si cynique que ça, parce que les personnages sont cyniques au début, à part Hornsby, qui du coup, lui, finalement, il perd pas grand-chose, mais finalement, eux, à la fin, ils sont sauvés dans le sens religieux, en fait. Ils se lavent de leurs péchés. C'est pour ça qu'il dit qu'elle donne son argent. Ça, c'est très catholique, pour le coup. Mais voilà, moi, j'ai pas trouvé le film si cynique que ça dans sa conclusion, en fait. Non, mais moi, je dis pas que le film est cynique. Je dis qu'en tout cas, Capra, dès le début, a mis le doigt sur le cynisme, qui veut parler de ça, plus que de religion, par exemple, de ce qu'est la vraie foi. Qu'est-ce que c'est que croire, comment elle est au début, ou est-ce que c'est plus tard, etc. On voit bien que c'est pas tellement ça il y en a, hein, par exemple Mac-Carré, je pense qu'il était plus, ça l'intéressait plus la religion catholique. Lui, je pense pas. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il veut d'emblée parler du cynisme, parce que le cynisme, c'est la religion des désespérés. Enfin, d'une certaine façon, et aussi parce qu'il sait que le cynisme le guette. Enfin, c'est peut-être ce que tu disais un peu aussi, mais qu'en fait, on ne peut pas soit mettre la chose à distance et dire j'en fais mon objet. C'est trop facile, en fait. On est toujours potentiellement le sujet de ce cynisme-là, quoi. C'est pour ça, les imbrications de mensonges. Même le type qui est le moins menteur de tous, enfin le John, il fait sa petite mise en scène et il est trahi. Et quand il est trahi, il m'a semblé que dans l'assistance, quand on dit mais quelle heure il est là, et
et que la pendule, le coucou n'a pas encore sonné, j'ai eu l'impression qu'on se disait oh, mince, il a raté. Et on voulait absolument que sa mise en scène réussisse parce que justement, il est son petit théâtre, c'est un théâtre amoureux, quoi. Puis après, on comprend qu'en fait, non, il fallait pas vouloir que ça marche. Au contraire, il fallait qu'il rate. Bon. C'est que ça, c'est-à-dire c'est que des spectacles qui nous sont montrés comme se défaisant jusqu'à la fin où c'est carrément la grande destruction, le grand incendie. Et d'ailleurs au début vous avez vu que le Hornsby il dit t'as pas une allumette et il allume une cigarette en coulisses au début et qu'à la fin voilà, c'est assez symétrique comme ça entre le début et la fin. Oui, ben, je suis content que vous ayez cité les Lumières de la ville parce que c'est vraiment ça qui m'a frappé. Et avec justement beaucoup de différences en fait sur toute l'intrigue. Déjà il y a un truc au départ qui me frappe, c'est que finalement on perçoit Hornsby un petit peu comme il y a un côté faustien quoi. Oui. C'est-à-dire que plutôt du diable. Du diable, tout à fait. Et on a l'impression effectivement que en gros il lui dit bon bah ok c'est bien t'as fait ton show. Mais bon, maintenant, on va parler, quoi. C'est-à-dire que, clairement, t'as compris que la bonté et tout ça, ça paye pas. Et il lui fait un espèce de, carrément, de bilan de compétences. Bon, alors voilà, qu'est-ce que tu sais faire? Tu connais bien la Bible, tu sais parler. On va faire quelque chose avec. Et donc, ensuite, il y a tout un tas de... Ça se déroule, quoi. Et après, effectivement, le personnage de l'aveugle, lui, rajoute de l'innocence dans un monde qui est complètement, je dirais, qui joue effectivement sur la croyance des gens et puis de la construction du personnage où je rejoins un peu ce que vous disiez, hein, c'est-à-dire qu'effectivement, au départ, on a vraiment l'impression que son Dieu, c'est son père. Et elle l'a perdu, donc il faut qu'elle retrouve autre chose. Donc elle rencontre un petit peu le Faust, là. Et puis ensuite, il y a la rencontre de l'aveugle qui remet les pendules en sens inverse, qui la refait douter, parce qu'elle déroulait sa panoplie, puis finalement, elle avait l'air de s'en satisfaire. Puis l'aveugle déboule là-dedans, et puis bon, il se passe ce qui passe. Et je trouve que ce qui est assez amusant sur la fin, donc on voit évidemment que Hornby il a trouvé, je dirais, une autre proie pour continuer son petit business. Et ce qui est amusant justement en lien avec les Lumières de la ville, à la fin, donc on comprend qu'en fait, alors on ne sait pas trop comment elle a atterri à l'Armée du Salut, mais quelque part elle retrouve une forme d'illumination, si on peut dire, peut-être qu'elle a trouvé la foi sur la fin d'ailleurs, et que la lettre que lui envoie John, et le remercie d'avoir payé son opération, mais il dit surtout, en fait, l'opération, on ne sait pas trop si elle a marché, mais on s'en fout. Ouais. Donc il y a quand même quelque part derrière tout ça, une forme de... Il y a beaucoup de faux partout, mais peut-être que derrière, et c'est peut-être pour ça que le film, il n'est pas complètement cynisme, mais c'est que quand même, il y a une forme... il y a l'amour qui existe, qu'ils n'ont jamais réussi à complètement s'avouer, et puis c'est peut-être ça qui tient au bout, quoi. Oui, c'est pour ça que je pense que le fait qu'on ne sache pas, que le télégramme ne dise pas merci, grâce à l'opération, j'ai recouvré la vue, ce qui est exactement les Lumières de la ville, hein, c'est ce qui se passe, avec de l'argent, on se fait opérer et il recouvre la vue. D'une part, ça réécrit les Lumières de la ville en changeant la facilité du mélodrame d'une certaine façon et en disant en fait tout est toujours plus compliqué que ça. Mais d'autre part, je me demande si ça catholicise pas le côté pragmatique et capitaliste de ce type de religion qui nous est montré, où c'est l'efficacité, que ce soit l'efficacité sur les foules, que ce soit l'efficacité du miracle, voilà, faut qu'il y ait de l'abattage, hein. Et ben non, il y a une opération. Il y a quelqu'un qui a donné de l'argent pour que l'autre recouvre la vue, puis en fait, peut-être que non, mais en fait, quand même, leur amour, etc. Et ça, c'est la même chose dans Elle et lui, de McCarey, autre grand catholique du cinéma hollywoodien. Donc, je dirais peut-être du côté catholique, il y aurait plus l'incertitude, le doute, le côté évidé, quoi, par rapport à des
à cette efficacité qu'il y a chez le... Alors c'est marrant que vous l'appeliez Faust alors que vous voulez dire Méphisto, mais bon, je ne vais pas vous psychanalyser. Alors c'est peut-être par esprit de contradiction, mais du coup je vais essayer d'aller un peu à rebours de la thèse comme quoi le film ne serait pas cynique. En tout cas c'est juste sur la fin, donc Hornsby, alias entre guillemets le méchant, et ben il n'a pas perdu en fait. Et ça me rappelle un autre film de Capra que je ne dirai pas du coup pour pas dire la fin. Ouais. On verra quand on le verra. Mais en fait, le méchant ne perd pas. Ouais. Et donc il est même, alors je dirais pas qu'il est gagnant, mais on voit que ça va très bien pour lui en fait. Ouais. Alors que nos protagonistes qu'on aime bien, qui ont trouvé l'amour quand même, ou qui ont retrouvé la foi, oui, mais ils sont pauvres. Ouais. Donc, mais est-ce que ce serait pas tout simplement parce que sa vision du monde, même si justement c'est une vision du monde comme il l'a écrit lui-même, comme je suis allée au lycée, comme je suis allée à l'université, j'ai une vision quand même, un point de vue d'homme cultivé. Il avait beaucoup de livres, chez lui il était bibliophile et tout. Dire Capra, il vient de bas, mais il a voulu... pour autant, je ne sais pas si c'est cynique de dire, en fait, dans la vraie vie, c'est rare que parce que vous aimez quelqu'un, que vous lui permettiez de recouvrer la vue. Mais il y a quand même l'amour. Ou bien, dans la vraie vie, c'est rare que les types comme Hornsby, ils se fassent poisser. J'emploie ce mot de gangster à dessein. En fait, non, la société, elle va continuer avec des méchants, avec des gens qui exploitent, avec des... Donc c'est peut-être ça, c'est ça aussi qu'on dit quand on dit que Capra était conservateur. Enfin, c'est pas un révolutionnaire, Capra. Il pense pas que c'est le grand soir et que demain le peuple va se révolter et va refuser d'être manipulé. Non, c'est vrai. C'est vrai qu'il montre des gens qui ont parfois qui veulent se faire manipuler, etc. Donc si ça, on considère que c'est cynique, oui. Mais moi je suis pas sûre, mais en tout cas... Peut-être que cynique, c'est pas le mot, mais en tout cas, le film n'est pas si optimiste que ça. Peut-être c'était juste la nuance. Je pense pas du tout que ce soit un optimisme. Optimiste. Mais en tout cas, moi, c'est mon deuxième film de Capra et j'ai adoré, donc j'ai hâte de voir la suite. Alors du coup, on n'ose pas demander le premier parce que ça veut dire que celui dont vous parliez, c'était celui-là. Ok. C'est compliqué. Tu veux J'avais juste un commentaire sur une scène qui est justement la scène de l'incendie. Ah oui. En fait, c'est comme ça que je l'ai vu en fait, l'incendie se déclare et il y a une forme de panique dans la foule. Ouais. Et en fait, ils partent tellement en bordel qu'ils s'enferment eux-mêmes. Il y a des portes qui se ferment. Et en fait, celle qui les sauve, c'est elle en fait, qui avec ses paroles dans Appel à Dieu, en fait c'est elle, quelque part, elle mène le troupeau au dehors. En revanche, elle n'arrive pas à se sauver elle-même. Oui. Et c'est l'aveugle qui l'a sortie. Donc il y a tout un effet qui est assez amusant en fait. C'est là où elle devient vraiment... oui, elle accomplit le miracle et elle se sacrifie au sens vraiment christique du terme. J'avoue que c'est pas le moment que je préfère parce que c'est vrai que quand elle dit chanter, prier, mais c'est là où on voit que en fait le spectacle est indissociable, y compris de ce moment-là de salvation. Il faut chanter. C'est pour ça que en fait l'idée d'opposer le spectacle avec les chansons un peu débiles au début, les faux marins qui font ça et tout, et la religion, en fait on voit que non, qu'il y a des cultures dans lesquelles la chanson populaire et la religion sont pas si dissociées que ça. Et donc à la fin, c'est à la fois une prière, mais à la fois une chanson pour se donner, pour avoir l'impression en fait que, qu'au lieu d'être une masse, on est un chœur avec un H. Enfin, chanter ensemble, c'est aussi se mettre sur le même rythme et avoir une espèce de force. Bon, ça, je pense qu'il y croit, lui, au sens presque énergétique du terme, quoi. Et c'est pour ça que je pense quand même que le film parle aussi
du cinéma et d'Hollywood et dans cette saloperie que serait le système hollywoodien, avec tout ce que ça a d'exploitant, voilà, que les acteurs sont des corps, les acteurs féminins sont encore plus des corps et tout ça, et que malgré tout, il y a quelque chose du spectacle qui crée quelque chose d'un peu miraculeux, quoi. Moi, j'espère que quelque part, c'est un peu ça, qui parle de ça, qui parle de la possibilité de faire œuvre à l'intérieur d'un fonctionnement de spectacle qui est presque un fait anthropologique, que l'homme est un être de représentation, qu'on le veuille ou non, quoi. Alors, il y en a qui peuvent manipuler avec ça, il y en a qui peuvent sauver d'autres gens parce que le mec qui écoute sa radio et qui entend ça, voilà. Mais qu'on le veuille ou non, c'est un peu dans la nature de l'homme d'être un homo spectaculus. Voilà, je crois. Sur ces paroles latines, j'ai un peu honte. On se retrouve pour Forbidden la prochaine fois, donc Une vie secrète. Voilà, et je parlerai moins, mais je vous montrerai d'autres extraits de films et de Capra et d'autres avec Barbara Stanwyck, promis. Voilà, merci. Merci beaucoup Charlotte, bonne soirée.